Bonjour à tous. Je vous propose ce matin de suivre le début de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, un texte que les sénateurs ont commencé à examiner hier. Alors ce budget, il prévoit un déficit de la sécurité sociale de 2,2 milliards d'euros en 2018 et un retour à l'équilibre en 2020. Dans ces grandes lignes, les sénateurs ont plutôt approuvé les orientations choisies par le gouvernement. En revanche, ils ont bien sûr supprimé la hausse de la CSG pour les retraités au motif qu'elle serait injuste justement pour ces retraités. Alors de son côté, le gouvernement il défend un texte de transformation, de responsabilité et de solidarité. Voilà, tout de suite donc, je vous propose d'écouter la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. J'ai l'honneur aujourd'hui de présenter devant votre Assemblée, avec le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, qui malheureusement ne peut pas être là cet après-midi, le premier projet de loi de financement de la sécurité sociale de cette mandature. Ce PLFSS est un texte dense et un texte qui fait des choix. C'est le choix du pouvoir d'achat pour les salariés par la baisse des cotisations sociales et par l'augmentation au 1er octobre prochain de la prime d'activité. C'est le choix de conforter notre modèle de protection sociale en adaptant son financement à l'évolution de notre économie et de notre société et en renforçant son universalité afin que chacun puisse bénéficier de la même sécurité sociale, quel que soit son statut professionnel. C'est le choix, j'y reviendrai, de la solidarité au bénéfice de nos concitoyens les plus fragiles, qu'il s'agisse des bénéficiaires du minimum vieillesse ou des familles les plus pauvres. Choisir, c'est aussi assumer une politique de prévention ambitieuse qui protège nos concitoyens et prend à bras-le-corps la première des inégalités en matière de santé, l'inégalité devant la prévention. Faire des choix, c'est également poser dès maintenant les jalons pour une transformation continue et résolue des modalités de tarification des actes et des prestations qui incitent à privilégier la pertinence et la qualité et qui prennent en compte les besoins des patients dans leur globalité. Les choix que ce PLFSS vous propose sont ceux d'une France qui porte haut l'ambition d'un modèle de protection sociale et d'un modèle de santé solidaire, d'un modèle qui permette l'égal accès aux soins et à l'innovation pour tous, qui garantisse l'équité des citoyens devant la retraite et qui répondent efficacement aux besoins prioritaires des familles. Ces choix ne sont possibles, ces choix ne sont crédibles, mesdames et messieurs les sénateurs, que si nous nous donnons les moyens de rétablir l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Et je sais votre Assemblée très attentive à cet objectif. En tant que ministre des Solidarités, je suis particulièrement attachée à ce que nos concitoyens puissent avoir durablement confiance dans leur système de protection sociale. Et sans équilibre des comptes, il n'y a pas de confiance possible à moyen et long terme. 2017 verra les comptes de la sécurité sociale s'améliorer de 2,6 milliards d'euros par rapport à 2016, avec toutefois un déficit encore important de 5,2 milliards d'euros. En 2018, le déficit devrait à nouveau se réduire de 3 milliards d'euros par rapport à 2017. C'est une trajectoire en ligne avec l'objectif fixé par le Premier ministre dans son discours de politique générale d'un retour à l'équilibre à l'horizon 2020. Suivre ce chemin exigeant, c'est aussi faire des choix. Mais c'est ouvrir à nos concitoyens la perspective nouvelle de la fin du déficit de la sécurité sociale et c'est offrir aux jeunes générations une protection sociale débarrassée de la dette sociale accumulée au cours des 20 dernières années. Je souhaite, mesdames et messieurs, revenir plus précisément sur les orientations que porte ce PLFSS. Ce PLFSS, c'est le PLFSS de la solidarité. Il s'adresse en effet d'abord aux personnes, aux familles les plus en difficulté et pour lesquelles la solidarité nationale doit jouer en priorité. Ma première préoccupation, ce sont les personnes âgées les plus pauvres. Elles sont plus d'1 demi-million en France à vivre avec 800 € par mois. Nous augmenterons donc le minimum vieillesse de 100 € par mois, conformément aux engagements du Président de la République. Cela commencera dès le 1er avril prochain avec une augmentation de 30 €. L'augmentation sera ensuite de 35 € en janvier 2019 et 35 € en janvier 2020.
À mi-mandat, le minimum vieillesse aura donc augmenté de plus de 12%. Je veux aussi répondre aux besoins des personnes âgées en perte d'autonomie et poursuivre l'adaptation des EHPAD en renforçant l'encadrement soignant. 4 500 places d'hébergement permanent et près de 1 500 places d'accueil de jour ou d'hébergement temporaire seront créées. 100 millions d'euros seront consacrés au renforcement de l'encadrement soignant. J'ai souhaité par ailleurs soutenir au travers du PLFSS le déploiement progressif d'astreintes infirmières la nuit. Ce dispositif permet un meilleur traitement des problèmes qui peuvent survenir la nuit et invite ainsi des hospitalisations inutiles, dont on sait qu'elles sont toujours très délétères pour les personnes dépendantes et fragiles. Ce PLFSS s'adresse aussi aux familles. Je veux mettre en adéquation les priorités et les outils de la politique familiale avec les besoins des familles. Notre pays se distingue de longue date par l'importance qu'il attache à une politique familiale large et structurée. Cette politique affiche des réussites manifestes, un taux de fécondité parmi les plus élevés d'Europe, une participation des femmes au marché du travail relativement forte et une conciliation entre vie familiale et vie professionnelle qui doit encore progresser, mais qui est facilitée par une offre d'accueil du jeune enfant substantielle, diverse et financièrement accessible. Mais je fais aussi le constat que la politique familiale est aujourd'hui en perte de repère quant à ses finalités et ses priorités, et que le nombre de naissances est en baisse depuis plusieurs années. La politique familiale est un élément essentiel pour faire société et construire le monde de demain. Elle mérite, je crois, que nous ayons un débat ouvert, large, sur la façon dont elle répond aujourd'hui concrètement aux attentes des familles. Comment augmenter et améliorer les solutions de garde des jeunes enfants et prendre mieux en compte les besoins des parents qui travaillent ou recherchent un emploi? Comment aider les familles en difficulté éducative et être plus efficaces dans le soutien à la parentalité? Comment contribuer à réduire les situations de pauvreté? La France compte aujourd'hui 3 millions d'enfants vivant dans un foyer dont les revenus se situent en dessous du seuil de pauvreté. Cette réalité, nous devons nous en saisir pour la faire évoluer et c'est pour moi une priorité. Ce premier PLFSS fait un choix très clair, celui d'augmenter les prestations à destination des familles les plus fragiles. Les familles nombreuses, les plus pauvres, bénéficieront de la hausse du complément familial majoré au 1er avril 2018. Cela concernera 450 000 familles. Pour les familles monoparentales, qui sont souvent parmi les plus en difficulté, le montant de l'allocation de soutien familial sera revalorisé au 1er avril également et 750 000 familles seront donc concernées. Le montant maximal de l'aide à la garde d'enfants pour les parents qui recourent à un assistant maternel, une garde à domicile ou une microcrèche augmentera de 30%. Ce PLFSS fait des choix et certains de ces choix peuvent faire débat, mais il s'inscrit résolument dans une perspective plus large, celle d'une concertation menée en 2018 avec l'ensemble des parties prenantes, avec les organisations familiales, avec les parlementaires également, pour redéfinir les objectifs assignés à notre politique familiale. Ce PLFSS, je l'ai indiqué, est aussi un PLFSS de transformation. Il engage des évolutions structurelles pour les années à venir. Cette ambition de réforme concerne d'abord l'organisation de la protection sociale. Vous le savez, le 1er janvier 2018, le RSI sera adossé au régime général. Cette réforme part du constat largement partagé que le lien de confiance entre les indépendants et leur régime de sécurité sociale a été durablement altéré par les difficultés de mise en œuvre et mise en place de l'interlocuteur social unique depuis 2008. Cette réforme s'inscrit aussi dans la perspective d'une sécurité sociale universelle qui vise à simplifier les démarches des citoyens, quel que soit leur parcours professionnel, salariés ou travailleurs indépendants, ou leur statut. Je pense notamment aux étudiants. Elle est donc une nouvelle étape de construction de notre système de protection sociale et une forme de retour aux sources de l'ambition des fondateurs de la sécurité sociale en 1945. Je vous sais légitimement très attentif aux conditions de mise en œuvre de la réforme. Parce que c'est une réforme ambitieuse, nous donnons le temps et les moyens nécessaires à la transformation. Vous le savez, au 1er janvier 2018, une période de transition
de 2 ans sera ouverte. Cette période permettra de faire évoluer progressivement les organisations de travail et de mener un dialogue social de qualité avec les salariés et leurs représentants. Je veux redire à cet égard devant vous mon attention à l'accompagnement social et professionnel des salariés du RSI, comme ceux des organismes conventionnés qui servent les prestations d'assurance maladie. Cette période de transition est nécessaire. Elle sera même un peu plus longue pour la reprise de l'activité des organismes conventionnés, qui n'interviendra qu'en 2020. Elle ne doit pas être prolongée au-delà, de façon à donner aux organisations et au personnel un cadre pérenne de travail. Elle n'impose pas, en revanche, de date butoir s'agissant de l'évolution des systèmes d'information. Le gouvernement est particulièrement attentif à ce que l'organisation mise en place permette une évolution graduée et maîtrisée de ces systèmes dans des conditions de sécurité garanties. Je veux enfin dire l'attachement du gouvernement à ce que, au sein du régime général, la spécificité de la situation des travailleurs indépendants soit reconnue de façon à adapter le service qui leur est rendu. L'ambition de transformation concerne également notre système de retraite. Le Président de la République s'est engagé à faire évoluer notre système de retraite pour le rendre plus juste et plus transparent. La rénovation de notre système de retraite devra répondre à plusieurs enjeux majeurs. Elle redonnera de la lisibilité à un système qui s'est construit par strates successives et qui est aujourd'hui devenu complexe et opaque pour les Français. Elle devra également assurer la pérennité de notre système de retraite et rétablir la confiance que lui portent nos concitoyens, en particulier s'agissant des jeunes. Elle permettra de redonner confiance à nos concitoyens dans son équité. Aujourd'hui, compte tenu de la diversité des régimes et des règles, un euro cotisé n'ouvre pas les mêmes droits selon le statut, la forme d'emploi ou encore le profil de la carrière de l'assuré. Cette réforme permettra donc de garantir une équité de traitement entre l'ensemble des assurés. Enfin, elle devra permettre à chacun de mener des carrières nécessairement plus diversifiées qu'elles ne l'ont été dans le passé, entre statut et régime, sans craindre l'impact de ces choix sur ses droits à la retraite. Ce projet ambitieux, nous le mènerons avec Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, dans le cadre d'une démarche exemplaire de concertation avec l'ensemble des parties prenantes. L'ambition de transformation concerne enfin le champ de la santé. Je construis, vous le savez, la stratégie nationale de santé pour les 5 prochaines années. Je ferai connaître en décembre les orientations précises que je retiens au terme de plusieurs mois de consultation et d'une grande concertation publique qui s'est ouverte mardi dernier. Ces orientations serviront de cadre à l'élaboration d'un plan national de santé et de plans régionaux de santé au printemps. Cette stratégie privilégie 4 axes: la prévention, l'égal accès aux soins, l'innovation et la pertinence et la qualité des soins. Je souhaite évoquer d'abord la prévention parce qu'elle est au centre de mon action. Notre système de santé est un système de soins performant. C'est en revanche un système de prévention défaillant, à tout le moins perfectible. Les résultats médiocres que nous affichons pour certains indicateurs, je pense notamment à la mortalité avant l'âge de 65 ans, illustrent cette défaillance. C'est aussi la principale source des inégalités sociales que notre système de santé ne parvient pas à corriger. Nous devons avoir comme première priorité de changer cet état de fait, de systématiser les démarches de prévention dès le plus jeune âge, de faire en sorte qu'elles soient davantage prises en compte par les professionnels de santé dans leurs pratiques et que la prévention et la promotion de la santé deviennent une part intégrante des objectifs de nos politiques publiques et des acteurs de notre société civile. Je me réjouis profondément de l'intérêt que suscite cette approche au sein de votre Assemblée. Je crois que nous pouvons partager collectivement et de façon transpartisane dans cet hémicycle la volonté d'un changement de méthode, d'une ambition renouvelée pour la politique de santé et je dirais même d'un réel changement de paradigme dans la conduite des politiques publiques. Ce PLFSS comporte, comme vous le savez, 2 mesures très fortes et emblématiques de cette démarche. Nous souhaitons rendre obligatoire pour les jeunes enfants 11 vaccins qui étaient jusqu'à présent pour 8 d'entre eux simplement recommandés. Nous ne pouvons pas accepter une situation où des personnes, des enfants, sont victimes de maladies qui peuvent être évitées par la vaccination.
70 à 80% des enfants français reçoivent déjà ces 11 vaccins. Ce n'est donc pas un bouleversement majeur des habitudes et des attitudes vaccinales. Mais ce taux est malheureusement insuffisant pour obtenir une couverture vaccinale efficace. Il laisse la possibilité que se développent des situations épidémiques qui ont des conséquences graves. Il revient donc à la puissance publique de prendre ses responsabilités. Vacciner son enfant, c'est le protéger, mais c'est aussi protéger les autres. Et je vais insister sur la dimension profondément solidaire et altruiste de ce geste de la vaccination. Ce PLFSS porte également une hausse très importante des prix du tabac sur 3 ans, avec une première étape significative dès 2018 de 1 € de plus par paquet. Nous avons un problème particulier avec le tabagisme. Nos jeunes fument plus que dans les pays voisins. Le tabagisme des femmes est particulièrement élevé en France. Le résultat, c'est près de 80 000 morts par an. Ce sont surtout des vies abrégées, des souffrances importantes que l'on pourrait éviter. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas plus de fatalité dans ces morts qu'il n'y avait de fatalité dans la mortalité sur nos routes. Le prix du tabac, c'est un fait constaté, documenté, est un paramètre important du comportement des fumeurs. Il faut donc agir sur ce levier. Ce n'est bien sûr pas le seul, et je ferai connaître dans le cadre du plan national de santé les mesures de prévention et d'incitation que je souhaite mettre en place pour aider les fumeurs à s'arrêter. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler le dialogue très constructif que j'ai eu avec Gérald Darmanin pour progresser vers cet objectif de santé publique majeur. Je veux affirmer devant vous mon égale détermination à soutenir la lutte contre les marchés parallèles, légaux ou illégaux, dans le cadre national comme dans le cadre européen, et à veiller, à l'échelon européen toujours, à la mise en place d'un système de traçabilité efficace et indépendant. L'Assemblée nationale a souhaité également, avec un soutien très large parmi les différentes familles politiques, faire évoluer la taxation des boissons sucrées pour inciter les producteurs à en faire baisser la teneur en sucre. Le gouvernement soutient cette initiative et partage l'importance d'une politique résolue et constante visant à réduire l'obésité et le surpoids. La consommation de boissons sucrées est un vecteur notable de la consommation excessive en sucre, notamment chez les plus jeunes. Il m'apparaît dès lors nécessaire et légitime de renforcer la prise de conscience collective autour des enjeux d'une alimentation équilibrée et d'inciter les acteurs de ce secteur à agir en ce sens. Je veux dire enfin mon attachement à une meilleure prévention du cancer, dont j'ai souhaité renforcer l'efficacité pour les jeunes femmes par la voie d'un amendement au projet de loi, grâce à une consultation à l'âge de 25 ans gratuite. Le deuxième axe de la stratégie nationale de santé concerne l'égalité d'accès aux soins. Les Français y sont légitimement très attachés, c'est le fondement de notre modèle social. Je veux m'attacher à améliorer concrètement l'accès aux soins. Les difficultés d'accès aux soins sont d'abord liées au montant des restes à charge. C'est en particulier vrai de longue date dans 3 domaines du soin, l'optique, le dentaire et les audioprothèses, où l'assurance maladie couvre moins bien la dépense, où les assureurs complémentaires ont parfois pris le relais, mais où, globalement, le reste à charge pour le patient est très élevé. Cette situation est le fruit de l'histoire, d'arbitrages successifs qui ont conduit à créer des angles morts de la protection sociale pour des soins ou des prestations qui rendent pourtant un service important aux patients et réduisent la bascule, notamment dans la dépendance. Il n'y a pas de fatalité à ce qu'il en soit toujours ainsi. C'est pourquoi j'ai commencé le travail et la concertation pour aboutir à un reste à charge zéro dans les domaines de l'optique et des audioprothèses, en sus des négociations entamées mi-septembre dans le secteur dentaire. Ces travaux devront aboutir en tout état de cause avant la fin du premier semestre 2018. Permettez-moi, dans ce contexte, d'évoquer le tiers payant. Vous le savez, le rapport de l'IGAS qui m'a été remis a conclu que la généralisation du tiers payant à la date du 30 novembre, telle que le prévoyait la loi du 26 janvier 2016, est irréaliste. J'en ai tiré les conclusions en proposant au Parlement de lever cette obligation. Le tiers payant restera bien entendu obligatoire, là où il s'applique déjà et où il fonctionne bien, c'est-à-dire pour les personnes souffrant d'une affection de longue durée, prise en charge à 100% en ALD, les femmes enceintes ou les bénéficiaires de la CMU-C et de l'aide à la complémentaire santé. Mais je veux vous dire également mon attachement à ce que le tiers payant se généralise pour les consultations médicales, comme cela a été le cas pour les médicaments,
et ma détermination à faire aboutir les travaux qui permettront de rendre le système simple d'utilisation pour les professionnels. Le gouvernement s'est engagé à présenter au Parlement d'ici le 31 mars un calendrier de déploiement opérationnel du tiers payant intégral dans des conditions techniques fiabilisées. À cette date, nous identifierons également des publics prioritaires, au-delà des publics déjà couverts, pour lesquels un accès effectif au tiers payant intégral devrait être garanti. Nos concitoyens sont également préoccupés de plus en plus par l'égal accès aux soins sur le territoire. Et je sais la Haute Assemblée fortement mobilisée sur cette question. J'ai présenté le 13 septembre dernier avec le Premier ministre un plan pour renforcer l'égal accès aux soins. Le constat que nous pouvons faire, c'est que nous n'avons pas su assez anticiper l'évolution de l'exercice médical, des attentes des nouvelles générations de médecins et surtout le fait que l'évolution du profil des patients nécessite une prise en charge par des équipes de soins composées de médecins, mais également d'autres professionnels de santé. Je ne crois pas à la coercition et à l'obligation. Il n'y a pas une solution unique aux difficultés que vivent nos concitoyens, mais des solutions adaptées à chaque territoire et portées par les acteurs de terrain. Il faut promouvoir l'innovation en santé dans les territoires, comme l'a préconisé le rapport des sénateurs Cardou et Daubigny, donner à ces acteurs de terrain le maximum de possibilités d'organisation, libérer du temps médical en levant les freins administratifs, en favorisant notamment le cumul emploi-retraite, les remplacements, les consultations avancées et l'exercice coordonné sous toutes ses formes. C'est le sens du plan d'action que nous avons bâti et qui devra continuer à être enrichi avec la contribution des élus au cours de la mandature. En appui de ce plan, le PLFSS porte la généralisation de l'usage de la téléconsultation et de la téléexpertise en les sortant de leur cadre expérimental. S'agissant maintenant de l'innovation et de la pertinence des soins, je veux en particulier faciliter l'expérimentation de formes d'organisation et de rémunération nouvelles. Elles permettront de dépasser les logiques sectorielles ville-hôpital, de rémunérer par exemple au forfait des séquences de soins, de prendre en compte la prévention, de prendre en compte également la pertinence des actes réalisés. Je vous proposerai donc d'adopter à l'article 35 de ce projet un cadre général valable pour le quinquennat qui permettra de lancer et d'évaluer ces expérimentations. Ces expérimentations pourront être financées par un fonds d'innovation qui sera abondé en tant que de besoin par l'assurance maladie. Mon objectif à terme est bien de faire évoluer et de compléter les dispositifs actuels de rémunération, rémunération à l'acte ou tarification à l'activité. Je suis en effet convaincue de ce que le levier tarifaire est un levier fondamental de l'évolution de notre système de santé vers plus de prévention, vers plus de coopération entre professionnels et vers plus de pertinence des soins. Je sais, Monsieur le Président Milon, Monsieur le rapporteur général, que nous partageons la même perception de ce que la pertinence des soins est un enjeu majeur pour notre système de santé. Je veux vous dire ma disponibilité pour travailler de concert à ce que les professionnels et les organisations prennent mieux en compte cet objectif. Je veux terminer maintenant en évoquant l'évolution de la dépense d'assurance maladie, l'ONDAM. L'ONDAM sera fixé à 2,3 %. Ce taux est conforme à l'engagement du Président de la République. Il est supérieur à celui des 3 années précédentes et il va permettre de consacrer 4,4 milliards d'euros supplémentaires à la couverture des soins. Ce taux prend en compte les engagements déjà souscrits, dont la convention médicale signée en 2016. L'impact de cette convention, important en 2017, le sera plus encore en 2018. C'est pourquoi le sous-objectif des soins de ville sera supérieur au taux global d'ONDAM, évalué à 2,4 %. J'estime que cette convention va dans le sens des orientations que je porte. Elle valorise mieux l'action des généralistes et prend mieux en compte notamment les actes complexes ou réalisés dans des situations d'urgence. L'évolution des ressources des établissements de santé sera pour sa part à 2,2 % du fait de l'apport que constituera pour les établissements de santé le relèvement de 2 € du forfait journalier. 400 millions d'euros seront dédiés à l'investissement immobilier et numérique. Près de 600 millions d'euros seront consacrés à l'augmentation des dépenses de la liste en sus liée à l'arrivée de nouvelles classes thérapeutiques innovantes.
Plus de 200 millions de mesures nouvelles permettront de mettre en œuvre des actions indispensables dans le cadre de nos politiques publiques, par exemple pour mieux faciliter l'accès aux soins des populations précaires. Enfin, le Fonds d'intervention régionale, le FIR, sera augmenté de 3,1 %. Le FIR doit être, avec le fonds d'innovation que j'évoquais précédemment, le support d'une politique de transformation au plus près du terrain. Un taux d'ONDAM à 2,3 % reste un taux exigeant. Il doit nous inviter à poursuivre la réorganisation de notre offre de soins et à orienter toujours plus notre offre de santé vers la pertinence. Plusieurs dispositions du PLFSS vous proposent des actions en ce sens. Nous devons également, pour les prestations de santé comme sur l'ensemble du champ de la sécurité sociale, être vigilants pour détecter et juguler la fraude. Ce projet de loi fait également des propositions en la matière. Pour conclure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous avons voulu, dans ce premier PLFSS, donner du sens et donner des perspectives. Donner du sens, c'est mettre en œuvre pour nos concitoyens des réformes concrètes, c'est aussi faire des choix. Donner des perspectives, c'est engager des réformes en profondeur et bouger les lignes pour faire progresser notre collectivité nationale. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole va maintenant être au rapporteur général de la Commission des affaires sociales, notre collègue Jean-Marie Van Lerenberghe. Vous avez la parole, Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Qu'il s'agisse des ressources de la protection sociale, de son organisation et des défis à relever pour la moderniser dans la période qui s'ouvre, ce premier projet de loi de financement de la sécurité sociale du quinquennat est porteur de réformes significatives et nous attendons, Madame la Ministre, avec intérêt les projets que vous avez évoqués sur l'accès aux soins et notamment la réforme des retraites. Mais face à l'allongement de l'espérance de vie et au vieillissement, à la dépendance, au développement des maladies chroniques, mais aussi des thérapies personnalisées et des prises en charge innovantes, nous ne pourrons plus injecter de nouvelles recettes sans mettre à mal le pouvoir d'achat des actifs et la compétitivité des entreprises. C'est dans la pertinence des actes, donc, et des prises en charge, dans la maîtrise médicalisée des dépenses, dans la recherche du meilleur soin au meilleur coût et au bon moment pour le patient, que nous trouverons les ressources nécessaires pour faire de la place à l'innovation et aux besoins sociaux de la population. Le DMP, tant attendu et depuis fort longtemps, pourra y contribuer. Le Sénat tient ce discours et le répète depuis longtemps. Et je suis heureux, Madame la Ministre, de le voir enfin entendu lorsque vous reprenez à votre compte l'impératif de la lutte contre les actes inutiles. Enfin, la politique du rabot qui nuit tant à nos hôpitaux le cède à la recherche de l'efficience. Alors bien sûr, c'est plus difficile. Cela bouscule un peu les positions acquises. Mais vous trouverez à vos côtés, dans cet engagement, parce que c'est l'avenir de notre système de protection sociale, au cœur de l'identité de notre pays, le Sénat, je pense, réuni. La stratégie de santé que vous proposez affiche aussi une autre priorité, qui est la prévention. Et nous trouvons notamment dans le PLFSS des taxes comportementales sur le tabac et les boissons sucrées qui répondent à cet objectif et que nous approuvons. Pour ce qui concerne les ressources de la sécurité sociale, la CSG est réaffirmée comme l'impôt de la protection sociale en substitut de cotisations salariales, avec à la clé pour les actifs plusieurs milliards d'euros de gains de pouvoir d'achat. Notre commission partage ce constat qu'il faut diversifier les recettes de la sécurité sociale afin que son coût ne repose pas uniquement sur le travail. Mais cette réforme a été mal expliquée et par conséquent mal comprise. Seule l'augmentation de la CSG a été retenue parmi les annonces
en raison notamment du sort fait à certaines catégories de retraités, qui ne bénéficient ni de l'exonération, ni du taux réduit. À titre personnel, je l'ai dit en commission des affaires sociales, je ne suis pas hostile à une convergence progressive de la CSG des retraités et des actifs, dans la mesure où les niveaux de vie sont aujourd'hui comparables. Mais cette hausse n'est pas une convergence. Elle est perçue comme injuste et punitive, notamment pour les tranches supérieures qui ne bénéficient pas de compensation, notamment par la taxe d'habitation. C'est pourquoi la commission des affaires sociales a marqué son opposition et vous engage à explorer d'autres pistes qui soient moins stigmatisantes. Après les ménages, le texte s'adresse aussi aux entreprises, avec la baisse des cotisations pour les indépendants, l'année blanche pour les créations d'entreprises et la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi en réduction de cotisations sociales. Cette transformation s'opère par une réduction de 6 points du taux de cotisation maladie, jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Le coût de cette mesure serait de 21,6 milliards d'euros. Elle se traduit également par un approfondissement des allègements généraux de cotisations au voisinage du SMIC, qui concernerait les contributions patronales d'assurance chômage et les cotisations au régime de retraite complémentaire. Au niveau du SMIC, les cotisations seraient donc résiduelles. Cet approfondissement des allègements généraux représente 3,3 milliards. En 2019, les entreprises bénéficieront donc du versement du CICE dû au titre de 2018 et des réductions de cotisations, ce qui représente un effort plus que significatif. Pour les entités bénéficiaires du crédit d'impôt, de taxes sur les salaires, je pense notamment à l'aide à domicile, le gain est de 800 millions d'euros. Le positionnement des allègements sur les bas salaires a paradoxalement donné lieu à peu de débats, alors que les effets sectoriels de ces choix ne sont pas négligeables. Les allègements généraux sur les bas salaires bénéficient prioritairement à des entreprises de petite taille, dans des secteurs peu exposés à la concurrence internationale et faiblement à l'industrie. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est exprimé sur la nécessité de réfléchir aux prélèvements sociaux sur les salaires plus élevés et notre commission souhaite que ce débat soit ouvert. La transformation du CICE nous offre l'occasion de revisiter toute une série de dispositifs sectoriels de réduction de cotisations. La réduction des fameuses niches sociales est un serpent de mer, on le sait, et les tentatives anciennes ou récentes se sont soldées par des échecs. Le cadre général étant désormais très incitatif sur les bas salaires, il serait souhaitable qu'il aboutisse enfin. Pour la protection sociale des travailleurs indépendants, la Commission des affaires sociales a acté le principe de l'intégration du RSI au régime général. Mais cette prise d'acte est en forme de mise en garde. Sur ce sujet sensible, nous n'avons, Madame la Ministre, plus le droit à l'erreur. Il faut apprendre de celle du passé. Cette réforme exige un portage politique sans relâche, des systèmes d'information efficaces et surtout une attention constante aux acteurs de cette protection sociale, qu'il s'agisse des salariés du régime et des indépendants, évidemment, aux attentes légitimes. Pour reprendre les mots de nos collègues Jean-Noël Cardoux et Jean-Pierre Godefroy, il faut restaurer la confiance et vous trouverez notre commission vigilante sur ce dossier. Elle a adopté plusieurs amendements qui soulèvent autant de questions sur lesquelles nous souhaitons que vous puissiez vous engager. L'accueil des travailleurs indépendants dans le nouveau schéma, le pilotage de la réforme, les systèmes d'information ou encore l'assiette des cotisations et leur paiement. S'il est une population pour laquelle le prélèvement à la source a du sens, ce sont bien les travailleurs indépendants dont les revenus se caractérisent par une forte volatilité. Il faut traiter ces questions, faute de quoi la réforme passera à côté des sujets de préoccupation des indépendants et risque de décevoir du fait. Plus encore, elle est le test de la capacité de ce gouvernement
à réformer notre protection sociale et nous n'oublions pas que se profile ensuite la réforme des retraites. Ces différentes réformes et la perspective d'un retour à l'équilibre des comptes sociaux ne doivent pas faire oublier les déficits passés, qui représentent 21,3 milliards portés par l'ACOSS à la fin de l'année 2018. Sur ce sujet de la dette sociale qui n'a pas été transférée à la Cades, faute, il faut l'avouer, de contrepartie suffisante pour l'amortir, notre commission est particulièrement mobilisée. Les montants en jeu sont importants, alors que l'équilibre n'est pas acquis. Ils sont portés en trésorerie et potentiellement exposés à l'augmentation des taux d'intérêt à court terme. Devant cette dette, les intentions du gouvernement sont à clarifier. Il a été indiqué devant notre commission que les excédents futurs des différentes branches viendraient résorber cette dette à partir de 2019. Dans le même temps, le projet de loi de programmation des finances publiques prévoit le plafonnement de l'excédent des comptes sociaux à partir de 2019, légèrement au-dessus du niveau de l'amortissement opéré par la Cades, dont le montant s'élève encore à 131 milliards, donc sans marge de manœuvre pour résorber la dette supplémentaire de l'ACOSS. Notre commission s'interroge très fortement sur l'opportunité et même sur la rationalité économique d'une telle démarche. La dette sociale est une anomalie qu'il convient de faire disparaître au plus vite. Si notre commission est tout à fait prête à un débat sur les relations financières entre l'État et la sécurité sociale, le maintien de la dette sociale à court terme, en raison du transfert à l'État des excédents sociaux, ne lui paraît pas de bonne politique. Voilà, telles sont les principales observations que je souhaitais faire au nom de votre commission des affaires sociales dans la crise de défiance que nous vivons. Il faut faire la démonstration de notre capacité à retrouver et à conserver l'équilibre des comptes sociaux, à assurer la pérennité du système de retraite avec cette réforme systémique que le Sénat appelle de ses vœux, et à garantir la transparence et l'équité du système de soins. Ce PLFSS trace quelques pistes, forcément insuffisantes, parfois risquées, encore à consolider, mais que notre commission souhaite encourager. Et c'est pourquoi, sous réserve des amendements qui vous seront présentés par vos rapporteurs, votre commission des affaires sociales vous propose d'adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Merci beaucoup. Merci, monsieur le rapporteur général. Nous sommes réunis aujourd'hui pour entamer l'examen du PLFSS pour 2018, premier budget de votre mandature. Celui-ci a pour objectif la réduction du déficit de la sécurité sociale à 2,2 milliards d'euros. Engagés sur le thème de la réduction des dépenses et le retour à l'équilibre, nous ne pouvons que soutenir votre volonté affirmée de réduire ce déficit, Madame la Ministre, bien entendu à l'impérieuse condition que les mots rencontrent les actes, car un retour à l'équilibre est absolument nécessaire et pas seulement dans le domaine de la santé. C'est sur le volet de la santé que je souhaite intervenir plus particulièrement, convaincue que la prévention et l'innovation sont les deux piliers d'une gestion moderne et équilibrée des comptes en matière de santé. J'aimerais insister tout d'abord sur les mesures qui leur sont consacrées dans le PLFSS 2018. Vous indiquez, Madame la Ministre, que la prévention sera un axe central de la nouvelle stratégie nationale de santé et qu'elle sera arrêtée d'ici la fin de l'année. D'ici là, l'une des mesures phares est l'extension d'obligations de vaccination pour les enfants, qu'en tant que médecin, je soutiens sans aucune réserve. Cette mesure est nécessaire compte tenu de la grande défiance des Français à l'égard de la vaccination, qui fait courir le risque d'un recul de la couverture vaccinale, avec comme conséquence la réapparition de maladies disparues aux conséquences graves, voire mortelles pour nos enfants. J'ajouterais même qu'un débat devrait être lancé sur la généralisation de la vaccination contre la grippe des professionnels de santé. C'est aussi une question d'exemplarité et de solidarité. Il en est de même pour le vaccin contre le papillomavirus. Madame la Ministre, chers collègues, le constat en France est préoccupant. Notre pays accuse un retard considérable qui doit nous alerter. 15% seulement des jeunes adolescentes françaises sont vaccinées contre 90% en Finlande, 90% et 85% au Royaume-Uni. Nous sommes bien loin des objectifs de 60% fixés par le plan cancer 2014-2019. En 2015, le cancer du col a encore touché près de 2800 femmes et en a tué en France un peu plus d'1 millier.
Il n'est pas acceptable, Madame la Ministre, que les femmes françaises soient plus exposées au cancer du col que nos voisines danoises, portugaises, finlandaises ou anglaises, alors qu'il est aujourd'hui considéré comme largement évitable grâce à la vaccination et au dépistage. Je sais que dans le domaine vaccinal, il vous faut combattre la désinformation, je dirais même quelquefois l'obscurantisme, mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation et dans ce combat, je serai à vos côtés. Toujours dans le champ de la prévention, j'aimerais évoquer ici la question du prix du tabac, pour lequel le gouvernement prévoit plusieurs hausses successives jusqu'en 2020. Le tabac, dont nous connaissons tous les conséquences néfastes sur la santé, doit faire l'objet d'une lutte sans merci de la part des pouvoirs publics, y compris avec le concours de nouvelles formes de communication, parfois innovantes, tout simplement pour atteindre en premier lieu le public jeune. La communication que je qualifierais de punitive n'a pas démontré en France toute son efficacité, vous en conviendrez. Votre combat sur ce point sera également le nôtre pour lutter contre le tabagisme. Cependant, une hausse du prix ne saurait à elle seule résoudre le problème. Je pense notamment aux habitants des territoires frontaliers comme le Grand Est, région où je suis élue, qui n'hésitent pas à se rendre au Luxembourg à quelques kilomètres pour s'approvisionner. Cette augmentation de la taxe sur le tabac, sans mesure d'accompagnement sur ces territoires, serait la double peine. Ils ont déjà vu disparaître les bureaux de tabac et l'emploi, mais plus grave, le taux de prévalence du tabagisme sur ces territoires, tout comme les maladies induites, est bien supérieur à ceux des autres régions françaises. Dans le cadre de ce PLFSS, vous avez indiqué qu'en parallèle de la hausse du prix du tabac sera engagée une politique de prévention et de sensibilisation, ainsi que des actions visant à lutter contre la contrebande et limiter les achats transfrontaliers. Je souhaite, comme beaucoup de mes collègues ici, je crois que de telles mesures soient mises en place le plus rapidement possible et je suivrai avec beaucoup d'intérêt les annonces sur ce sujet. Certaines d'entre elles devront nécessairement être portées au niveau européen. La prévention, c'est également la généralisation du sport à des fins de santé. L'élaboration d'un plan sport santé fait partie des mesures annoncées que je soutiens. J'y vois toutefois des contradictions, quand dans le même temps, les associations sportives subissent des mesures qui les fragilisent, dont la suppression des emplois aidés, la baisse de l'enveloppe dédiée au CNDS et la baisse des dotations aux collectivités. De plus, je ne vois toujours pas de grande évolution dans le domaine du sport santé sur ordonnance depuis la publication du décret le 30 novembre 2016, décret qui permet dorénavant aux médecins généralistes de prescrire une activité physique. Quel financement, Madame la Ministre, envisagez-vous pour que cette mesure atteigne enfin son objectif ? Concernant la mesure introduite par l'Assemblée nationale visant à moduler la taxe sur les boissons sucrées, je vais parler à titre personnel, je n'y suis personnellement pas favorable. Elle relève d'une taxe favorable aux caisses à renflouer les caisses de l'État, plus que d'une mesure de lutte contre l'obésité infantile, dont les causes sont bien plus complexes. En plus d'être inefficace, elle me semble injuste, car elle touchera prioritairement au porte-monnaie des publics les plus défavorisés et ceux les plus éloignés de la prévention. Encore une fois, l'effort doit être porté sur l'éducation à la santé, qui s'avère bien plus efficace. Plus de prévention, c'est in fine moins de maladies chroniques et moins de soins. Encore faut-il, avec audace, inverser le logiciel, changer les comportements en profondeur dès le plus jeune âge, être ambitieux et innovant et octroyer à la prévention et à l'éducation un budget à la hauteur de l'enjeu. L'innovation vient compléter le travail de prévention que je viens d'évoquer. L'article 36 donne un cadre à la généralisation de la télémédecine en permettant notamment la tarification à l'acte. Je salue cette mesure attendue qui répond à un réel besoin de la médecine moderne. Bien sûr, elle répond aussi en partie aux problématiques des zones de désertification médicale, mais elle doit surtout être appréhendée comme un vecteur d'innovation et accompagner les nouvelles pratiques en matière de santé. Le champ de la formation dans ce domaine devra également appréhender rapidement les nouvelles orientations pour qu'elles soient efficaces sur le terrain. Il est difficile d'évoquer le PLFSS sans s'arrêter sur les problématiques des déserts médicaux qui touchent surtout les zones rurales, mais pas que. Le torchon brûle sur certains de nos territoires. Dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, les projections à 5 ans indiquent qu'il n'y aura plus qu'un seul médecin généraliste dans une commune que je connais bien de 10 000 habitants. Je ne crois aucunement aux mesures coercitives. Vous avez annoncé, Madame la Ministre, vouloir doubler les maisons de santé pluriprofessionnelles.
Cela sera possible si les contraintes sont allégées. À ce jour, il faut environ 5 années pour qu'un projet de MSP aboutisse. C'est beaucoup trop long, car sur les territoires, l'urgence, c'est vraiment aujourd'hui. Je crois dans ce domaine qu'il faille faire confiance et accompagner avec souplesse, réactivité, toutes les initiatives des acteurs de terrain. C'est aussi ça, la nouvelle forme d'innovation. Vous avez indiqué vouloir encourager l'expérimentation et son déploiement. Il y a quelques semaines, j'ai saisi votre cabinet sur le cas d'un projet porté par 2 médecins de Herserange dans mon département de Meurthe-et-Moselle qui rencontrent, comme beaucoup de projets innovants, des difficultés administratives. Constatant le phénomène croissant de désertification médicale, ils ont décidé de créer une société d'exercice libéral multisite permettant d'installer des points de consultation de médecine générale sur des territoires considérés comme prioritaires. L'équipe serait constituée de médecins généralistes, jeunes diplômés et propositions innovantes de lauréats PAE recrutés sous statut salarié. Il s'agit d'un modèle qui pourrait avoir vocation à se généraliser sur l'ensemble du territoire. C'est ce genre d'initiative, je l'espère, que vous soutiendrez grâce à ce PLFSS. Comme vous l'avez déclaré dans vos propos, libérez l'initiative, Madame la Ministre, libérez-nous d'organisations parfois inadaptées à ce siècle, parfois inadaptées à la révolution numérique en cours, à l'évolution rapide de la société. Levez les nombreux obstacles bureaucratiques que les professionnels rencontrent, permettez l'expérimentation et n'hésitez pas à encourager tout ce qui pourrait être le fruit de l'imagination ou de la créativité dans le domaine de la santé. Pour conclure, le groupe RDSE se montrera particulièrement attentif au débat auquel il contribuera de manière positive afin d'améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens dans le domaine de la santé. Nous serons également particulièrement attentifs au sort réservé à nos amendements. Je vous remercie pour votre attention. Merci. La parole est à Monsieur Michel Amiel. Bonjour. Pour 8 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Disons-le clairement, on peut à l'infini fustiger la hausse de la CSG, l'alignement des plafonds des allocations familiales concernant l'allocation de base de la PAJE avec le complément familial, la baisse du coût du travail qui favoriserait uniquement le patronat, mais on ne peut vouloir à la fois la réduction des dépenses publiques et exiger le maintien des financements actuels d'un certain nombre de prestations. Le gouvernement ne veut pas les abolir, mais en réduire le coût pour avoir un budget conforme aux critères de Maastricht, idée que l'on peut bien évidemment ne pas partager, surtout si l'on se moque des déficits et de la dette. Le budget, la santé, l'assurance vieillesse, voilà bien des sujets d'une extrême importance qu'il conviendrait d'aborder avec le plus grand sérieux et la meilleure projection à long terme, si nous voulons que notre système non pas simplement survive, mais puisse être aussi bénéfique et protecteur pour les générations à venir. J'ai souvent évoqué l'introduction d'une pluriannualité dans notre processus budgétaire et je me réjouis aujourd'hui de voir que ce budget s'annonce dans une vision à long terme et coordonnée des finances de la nation. Le projet que le gouvernement nous présente ici, dans sa philosophie générale, a un objectif clair de retour à l'équilibre des comptes pour les années à venir, en s'occupant à la fois des déficits et de la dette, qui devrait être résorbée, je le rappelle, en 2024. Je souhaite souligner que ce budget s'est construit autour d'une prévision de croissance de 1,7%, hypothèse semblable à celle de l'OCDE. Le Haut Conseil pour les finances publiques saluant la prise en compte d'un scénario macroéconomique à la fois prudent et raisonnable afin de déboucher sur un budget sincère. La part du PIB consacrée aux dépenses de santé dans le monde est en moyenne de 9,9% selon la Banque mondiale. Ce sont les chiffres de 2014. La France dépense de manière assez stable, autour de 12% de son PIB, là où les USA y consacrent 17,1%, en hausse depuis 1995. Notre pays est souvent pointé comme un bon système, issu des idées généreuses du Conseil national de la Résistance. Mais depuis les 30 Glorieuses, le monde a changé, ne serait-ce que par l'augmentation de dépenses consacrées à la santé,
de 6% dans les années 60 à 12% actuellement dans notre pays, et par la baisse du nombre de cotisants depuis le retour des crises économiques successives. Il faudra aussi du courage pour aborder la problématique d'un cinquième sujet, je ne saurais le qualifier de risque, sur la dépendance. Cet aspect ne peut seulement représenter dans nos discussions une variable d'ajustement dans notre système de protection sociale. Cela représente un véritable défi, puisque selon les derniers chiffres de l'INSEE, en 2050, les plus de 65 ans auront doublé. Je souhaiterais tout d'abord m'attarder sur des décisions fortes prises pour la branche maladie. Et tout d'abord, l'aspect prévention. Longtemps négligée, la prévention apparaît essentielle dans la réduction de l'occurrence et de la gravité des pathologies. Avec l'éducation à la santé, le dépistage est un levier majeur pour notre politique de santé publique. Le texte qui nous est présenté contient 2 mesures majeures dans cette lignée. Tout d'abord, l'extension de l'obligation vaccinale à 11 vaccins. N'en déplaise aux vendeurs de peur, cette mesure est une bonne mesure. Rappelons tout d'abord qu'un pourcentage important d'enfants est correctement vacciné, même si la cible préconisée par l'OMS n'est pas atteinte. Saluons au passage le rôle joué par la PMI dans le suivi et la vaccination d'enfants de familles modestes, mais pas seulement. Les vaccins ont démontré leur efficacité et le rapport bénéfice-risque est nettement en leur faveur. Comment accepter que l'on puisse aujourd'hui mourir d'une maladie qu'un vaccin peut éviter ? Rougeole, méningite, voire cancer du foie provoqué par l'hépatite B. Dépassons les polémiques sur les adjuvants. D'importants progrès ont été faits sur la tolérance vaccinale ou sur les bénéfices des laboratoires pharmaceutiques qui, après tout, participent eux aussi activement à la recherche. Vient ensuite l'augmentation du prix du tabac. Rappelons que le tabac est responsable de la première cause de mortalité en France, cancer et maladies cardiovasculaires confondues. Notre pays est hélas un des champions du tabagisme en Europe. Une fiscalisation plus importante du tabac a fait ses preuves, comme l'a montré une étude australienne, mais il faudra aussi s'attarder sur les effets pervers de cette mesure, fraude, contrebande, et développer activement une communication pour pointer les méfaits du tabagisme, en particulier chez les plus jeunes. J'évoquerai maintenant la question de l'innovation développée par le PLFSS. Il s'agit tout d'abord de l'innovation technologique, que ce soit en matière de diagnostic ou de thérapeutique. La recherche, en particulier sur l'épigénétique, qui est une discipline de la biologie qui étudie les mécanismes moléculaires qui modulent l'expression du patrimoine génétique en fonction du contexte, a révolutionné le pronostic de certaines maladies qui, naguère fatales, sont devenues aujourd'hui curables. Certes, ces progrès ont un coût considérable. Il nous faudra réfléchir de façon approfondie à la question du prix du médicament, et cela même à l'échelon européen. Bien sûr, cette innovation doit bénéficier à tous les patients, mais sans doute aussi devrons-nous faire des choix, y compris sur le reste à charge des pathologies courantes. L'innovation concerne aussi l'organisationnel et la télémédecine, que ce soit dans sa dimension de téléconsultation, téléexpertise ou télésurveillance, qui en est la clé de voûte. Cela n'ira pas sans une réflexion sur le développement de ces pratiques, en particulier par la formation initiale, mais aussi une réflexion sur la tarification, qui est engagée d'ailleurs dans ce PLFSS pour la première fois. Pour clôturer ce court chapitre sur l'innovation, je rappellerai toutefois que l'innovation scientifique doit aussi s'accompagner d'innovation éthique, comme le rappelle Emmanuel Hirsch dans une récente tribune. La révision des lois de bioéthique en 2018 abordera ce sujet et rappelons la phrase connue de Rabelais « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». En matière d'organisation de notre système de soins, le PLFSS aborde aussi la question de la pertinence des actes, puisque 30% des actes ne le seraient pas, selon une enquête récente de l'OCDE, chiffre, Madame la Ministre, que vous avez repris. Une réflexion sera menée sur de nouveaux parcours de soins, avec un décloisonnement ville-hôpital, et sur de nouveaux modes de rémunération forfaitaire. En particulier, la tarification à l'acte à l'hôpital, la fameuse T2A, a révélé des effets pervers et sans doute faudra-t-il remettre ce sujet à plat. Voilà, mes chers collègues, le chantier est immense et le sentier long.
Ce PLFSS ne se réduit pas à de simples mesures d'économie budgétaire, mais jette les bases d'une réforme structurelle en profondeur qui intègre certes les progrès de la médecine, tant dans sa dimension d'innovation scientifique qu'organisationnelle, et qui n'a d'autre but que de maintenir un système de santé juste, équitable et solidaire, en particulier d'un point de vue générationnel, afin de ne pas faire supporter la dette par les générations de demain. Madame la ministre, vous êtes condamnée à réussir. Nous vous y aiderons. Merci, Monsieur Amiel. La parole est à Madame Laurence Cohen. Pour 12 minutes, Madame Cohen. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaiterais commencer mon intervention en rendant un bref hommage à mon tour à Jacques Ralite, homme de culture, dirigeant communiste décédé hier. Alors que nous examinons ce budget de la sécurité sociale, comment ne pas avoir une pensée pour ce grand humaniste qui fut sénateur, député, maire d'Aubervilliers et ministre de la Santé et qui plaçait l'être humain au cœur des politiques à mener. J'espère qu'il inspirera nos travaux. Je note que si la question préalable défendue par mon collègue Dominique Vatrin a été repoussée, c'est par souci du débat, donc nous serons très exigeants quant aux réponses apportées. Car ce PLFSS 2018 remet en cause les principes fondateurs de la sécurité sociale, à savoir chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Réduire les cotisations sociales pour les supprimer in fine au prétexte d'augmenter le salaire direct est un leurre, voire une escroquerie intellectuelle. Non seulement c'est une façon d'exonérer le patronat d'augmenter les salaires, mais c'est couper les vivres à notre système de protection sociale qui permet à chacune et à chacun de faire face à égalité à la maladie, aux accidents du travail, aux besoins de base de la famille et à la vieillesse. C'est faire voler en éclats le principe de solidarité entre générations, entre bien portants et malades, entre actifs et inactifs. La politique qui est suivie avec ce PLFSS vise à livrer encore un peu plus le droit à la santé, à la spéculation et à la marchandisation dans les perspectives déjà tracées par la loi HPST, l'ANI ou encore la loi Touraine. Ainsi, les plus riches disposeront d'une assurance privée protectrice et la majorité d'une assurance minimaliste. Comment ne pas dénoncer les budgets des PLFSS successifs qui contraignent les dépenses de santé à la fois au détriment de l'offre et de la qualité des soins, mais aussi des conditions de travail des personnels. Vous nous dites, Madame la Ministre, qu'il y aurait 30% des dépenses de santé qui ne sont pas pertinentes. Ainsi, les Françaises et les Français dépenseraient trop pour se soigner. Mais faut-il le rappeler ici, en France, les dépenses de santé s'élèvent à 11% des richesses nationales, alors que la moyenne des pays de l'OCDE se situe à 12,5%. L'allongement de la durée de vie nécessiterait à lui seul plus d'argent public. Parmi vos propositions de financement, il y a l'augmentation de la CSG. Quoi de plus injuste quand on sait qu'elle repose à 70% sur les revenus du travail et à 18% sur les retraites? Quoi de plus injuste quand on sait que 2,5 millions de retraités modestes ne bénéficieront pas des compensations financières du gouvernement? Quoi de plus injuste quand on sait qu'elle entre pour partie dans le revenu imposable? Ainsi, vous supprimez l'impôt sur la fortune pour les 100 foyers les plus riches, tandis que vous demandez toujours plus aux autres. Nous ne voterons bien évidemment pas cette hausse de la CSG. Nous ne sommes pas face ici à des choix de bons gestionnaires de réduction des dépenses inutiles, mais face à des choix de réduction drastique du périmètre de la protection sociale et du service public de santé. Nous sommes face à des choix de société. Toujours au nom des 30% des dépenses de l'assurance maladie non pertinentes, vous justifiez un Ondam à 2,3%, alors que selon la Confédération des syndicats médicaux, la croissance naturelle des dépenses est de 4,5%. Sur les 4,2 milliards de restrictions budgétaires pour la branche maladie, l'hôpital public devra supporter 1,2 milliard de coupes sombres. Comment résister à cette nouvelle ponction après les cures d'austérité successives qu'il a subies avec Mesdames Bachelot et Touraine? Comment pouvez-vous affirmer vouloir recentrer l'hôpital sur l'excellence et la haute technicité quand vos choix budgétaires vont entraîner de nouvelles fermetures de lits, la disparition de services et d'hôpitaux alors que les urgences sont ultra saturées, que les déserts médicaux gagnent du terrain et que les personnels sont à bout? Comment prétendez-vous parfaire l'ambulatoire dans un tel contexte avec des manques de généralistes, de spécialistes, de paramédicaux et des centres de santé en nombre insuffisant? Permettez-moi à cet instant de rendre hommage
au personnel hospitalier mobilisé il y a 2 ans à l'occasion des attentats. Ce sont les mêmes agents dévoués au quotidien pour l'intérêt général qui permettent à l'hôpital de tenir debout alors que leurs moyens sont réduits chaque année. Comme j'ai eu l'occasion de le dire en réunion de la Commission des affaires sociales, j'attire l'attention de mes collègues qui votent les budgets qui imposent des économies drastiques à notre système de santé et qui, sur le terrain, se lamentent des fermetures de services, d'hôpitaux de proximité et de la dégradation des soins. Les choses sont intimement liées, mes chers collègues. Il n'y a pas besoin d'avoir travaillé 25 ans à l'hôpital, Madame la Ministre, pour se rendre compte de la dégradation des conditions de travail du personnel hospitalier et de la détérioration de la qualité des soins. La semaine dernière, un neurochirurgien a mis fin à ses jours au CHU de Grenoble. Le syndrome France Télécom atteint hélas l'hôpital. Il faut d'autres choix que ce sous-financement chronique des hôpitaux, cette gestion purement comptable et ce management qui met les soignants en souffrance. Les personnels se mobilisent d'ailleurs un peu partout pour contrer cette logique qui nuit gravement à la santé, à l'image de ceux de la PHP en Île-de-France, du centre hospitalier de Millau dans l'Aveyron, de l'hôpital de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais ou encore de la maternité du CHR d'Orléans dans le Loiret. Alors que selon le dernier baromètre Secours populaire Ipsos, 4 Français sur 10 renoncent à se soigner du fait de l'augmentation incessante du reste à charge, le forfait hospitalier va augmenter. Dans ce PLFSS, il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement Macron-Philippe de rechercher de nouvelles recettes qui ne pénaliseraient pas la grande masse des assurés sociaux. Que dire de la transformation du CICE en exonération pérenne des cotisations sociales pour les salaires en dessous du SMIC? Contrairement aux éléments de langage du gouvernement, le CICE n'est pas supprimé. Au contraire, il est sanctuarisé jusqu'en 2019, avant la disparition définitive des cotisations à la branche famille, soit 25 milliards d'euros en moins pour les comptes de la sécurité sociale. Comment admettre qu'aucun bilan ne soit tiré de ce CICE? Ce sont 45 milliards de deniers publics de 2013 à 2015 qui ont servi à la création de seulement 100 000 emplois. Beaucoup d'argent pour un piètre résultat. En outre, je rappelle à ceux qui justifient ces exonérations de cotisations par l'excédent de la branche famille de 300 millions d'euros que sans la remise en cause de l'universalité des prestations familiales pour 500 000 familles, il n'y aurait pas cet excédent. Et aujourd'hui, tel un illusionniste, le gouvernement communique sur l'augmentation de 30% du montant du complément de garde pour les familles monoparentales. Mais derrière ce rideau de fumée, l'allocation de base pour la garde d'enfants, la PAJE, est réduite pour tout le monde. D'après la CNAF, 44 000 familles vont obtenir un gain mensuel de 70 € par enfant gardé, tandis que la baisse du montant de la PAJE va entraîner une perte de 500 € sur la durée du versement de la prestation aux familles les plus modestes et 250 € aux familles de catégorie intermédiaire ayant de jeunes enfants. À cette baisse du montant s'ajoute la baisse du plafond de la prestation, excluant demain près de 10% des familles qui pourraient la toucher aujourd'hui. En réalité, votre gouvernement a la volonté de transformer la branche famille universelle en un système d'aide ciblée vers les ménages les plus précaires. C'est l'amplification de la rupture de l'universalité des allocations familiales déjà assumée dans le précédent quinquennat. Ce double discours se retrouve à propos de la revalorisation de 100 € du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, alors que le recul de la date de revalorisation au 1er janvier 2019 va rapporter 380 millions d'euros en 2018 au budget de l'État. L'adaptation de la société au vieillissement est un véritable enjeu pour notre modèle de protection sociale, comme l'a souligné Dominique Vatrin. Plutôt que d'envisager les retraités uniquement comme des personnes exploitables à volonté ou d'envisager de moduler le montant des pensions avec votre projet de réforme des retraites, il serait temps d'investir massivement pour améliorer les conditions de travail du personnel d'aide à domicile, des aidants familiaux et des établissements qui subissent la réforme de la tarification. En aucun cas, ce projet de loi de financement ne règle ces problèmes. Ajoutons à cela la suppression du RSI, du tiers payant généralisé et le passage de 3 à 11 vaccins obligatoires. Si nous soutenons les vaccins en général en tant que formidable protection pour les populations, nous demandons des garanties pour une sécurité vaccinale et notamment sur les adjuvants.
L'absence de transparence a créé de la défiance et ce n'est pas en les imposant que la confiance va revenir. Il est troublant de constater que vous suivez les directives de grands laboratoires pharmaceutiques qui déclaraient ne pas pouvoir sortir 3 vaccins, le DT polio, mais qui aujourd'hui en sortent 11. Il faut dire que le rapport financier est nettement plus avantageux pour eux. 3 vaccins étaient facturés un peu plus de 20 € en 2008, tandis qu'ils vont pouvoir empocher 350 € pour 11 vaccins. Si la mesure devient obligatoire à minima, elle doit être totalement gratuite et prise en charge par la sécurité sociale. Il faut aller au bout de cette logique, Madame la Ministre. C'est le sens de notre amendement mettant les laboratoires à contribution. Plus de moyens pour l'hôpital public et la médecine de ville, c'est possible. Il suffit d'en avoir la volonté politique. Pourquoi n'avoir rien prévu contre la fraude patronale qui coûte la bagatelle de 20 milliards par an au compte de la Sécu, selon la Cour des comptes? Vous êtes à juste titre attentive, Madame la Ministre, à l'argent public. Pourquoi ne pas faire respecter la loi auprès des entreprises qui ne l'appliquent pas concernant l'égalité salariale? La Fondation Concorde a estimé le manque à gagner pour l'économie française à 62 milliards d'euros et 25 milliards de cotisations supplémentaires pour la sécurité sociale. Et pourquoi ne pas décider la suppression de la taxe sur les salaires à l'hôpital, qui rapporterait 4 milliards d'euros, alors que votre gouvernement n'hésite pas à dilapider 3,4 milliards d'euros de deniers publics en supprimant l'impôt sur la grande fortune? De l'argent, il y en a. Supprimer les exonérations de cotisations patronales pour les entreprises qui ne créent aucun emploi en contrepartie, ce sont 4 milliards d'euros par an, soit 10% de la totalité du budget de la sécurité sociale. Être en prise avec les évolutions de son temps, c'est défendre un système de protection sociale juste, solidaire et pérenne qui prend ses racines dans les conquêtes du Conseil national de la résistance sous l'impulsion d'Ambroise Croizat. C'est défendre les principes fondateurs de la sécurité sociale tout en étant favorable à son évolution, ce que je porte avec mon groupe, le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Une évolution qui aille vers une plus grande prise en charge des soins, qui laisse moins de place aux complémentaires santé et non l'inverse comme il nous est proposé. Au XXIe siècle, dans un pays riche comme la France, il est possible de rembourser les soins à 100% par la sécurité sociale, y compris les soins optiques, dentaires et les prothèses auditives. Il est possible de mener une politique ambitieuse de prévention qui passe notamment par l'arrêt du démantèlement de la médecine scolaire et de la médecine du travail, par le refus de voir disparaître les CHSCT dans la réforme du Code du travail. Il est possible de développer l'innovation, d'améliorer la sécurité sanitaire par la création d'un pôle public de médicaments et de la recherche. Nous sommes des progressistes modernes et pragmatiques au groupe communiste républicain citoyen et écologiste, puisque nous proposons des mesures de financement crédibles en mettant à contribution les revenus financiers, en tenant compte de la politique salariale, environnementale des entreprises, mais également en supprimant les exonérations de cotisations patronales en tout genre. Les difficultés de la sécurité sociale sont organisées volontairement sous la pression de ceux qui possèdent les richesses et qui se font sans cesse exonérer de leur contribution au bien commun. Notre groupe ne peut entériner un tel projet de démantèlement de notre système de protection sociale, contraire à l'intérêt du plus grand nombre. C'est pourquoi nous voterons contre ce projet de budget de la sécurité sociale 2018, à moins que nos amendements soient pris en compte. On peut toujours rêver. Merci Madame Cohen. La parole est à Monsieur Yves Daudigny. Pour 10 minutes, Monsieur Daudigny. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Ce rendez-vous, première loi de financement de la sécurité sociale de la nouvelle législature, était attendu. Quelle vision d'une sécurité sociale du XXIe siècle? Quelle réponse apporter aux défis de notre système de santé? Allongement de la vie, polypathologie, maladies chroniques, innovation médicamenteuse, inégalités territoriales et financières d'accès aux soins, culture de la prévention, quand 40% des cancers, selon l'INCa, pourraient être évités par des mesures alimentaires, comportementales et d'hygiène de vie. Soins dans la durée, exigeant des interventions combinées de professionnels de santé. Une considération doit primer toutes les autres, la dimension humaine. Ainsi est l'héritage des ordonnances d'octobre 1945, le cœur de notre vivre ensemble, dont notre responsabilité est de maintenir les fondements de solidarité en lui donnant une efficience dans la réalité d'un monde ouvert à toutes les compétitions et où l'individualisme triomphe. Madame la Ministre, nous jugerons vos propositions sans a priori, en cohérence avec les valeurs que nous portons, dont la première
est la lutte contre les inégalités et la justice sociale. La pérennité de notre sécurité sociale repose sur notre responsabilité collective, celle des professionnels, celle des patients, des élus, à retrouver un équilibre financier, condition de la confiance de nos concitoyens en l'avenir, mais aussi enjeu de dignité et de responsabilité envers nos enfants et petits-enfants. La sécurité sociale était excédentaire en 2001. Son déficit cumulé, régime général, fonds de solidarité vieillesse, a ensuite progressé jusqu'à 28 milliards en 2010. Il est envisagé à 5,2 milliards en 2017 et 2,2 milliards en 2018, avec, dans une conjoncture économique favorable, progression des salaires dans le privé, le retour à l'équilibre du régime général. La branche maladie la plus sensible, dont le déficit depuis 2001 fut supérieur à 4 reprises à 10 milliards, voit celui-ci se réduire à 4,1 milliards en 2017, puis à 800 millions prévision 2018. Alors, Madame la Ministre, une question, mais qui serait peut-être plutôt adressée au ministre du Budget. Quelle part dans ce résultat du surplus de recettes, alors certains l'évaluent à 3,5 milliards, écart entre la hausse de CSG dès le 1er janvier prochain et les baisses de cotisations chômage et maladie. Madame la Ministre, vous le savez, du doute naît la suspicion. Pouvez-vous nous éclairer précisément sur ce point ? Si les déficits ACOS, dettes récents à amortir par la CADES, représenteront 140 milliards fin 2017, la disparition de la dette sociale peut, c'est vrai, être envisagée, à la condition, mais qui n'est pas satisfaite à ce jour, d'excédents à venir des branches ou de recettes nouvelles qui permettraient de couvrir 20 milliards de déficits cumulés de l'ACOS. Prenons garde, répétons-le sans cesse, à la dangereuse illusion entretenue par les taux faibles ou même négatifs sur le court terme. Madame la Ministre, nous serons à vos côtés quand vous affirmerez la prévention, premier objectif de la stratégie nationale de santé. L'article 11 porte l'obligation vaccinale à 11 vaccins pour les enfants de moins de 24 mois. Quand une enquête dans 67 pays en octobre 2016 classe la France championne du monde de la défiance vaccinale, quand des enfants meurent de la rougeole dans notre pays, il est rassurant que l'État prenne ses responsabilités et l'urgence sanitaire impose l'obligation. En ce mois de novembre sans tabac, initié par Marisol Touraine l'année dernière, une nouvelle étape est engagée dans la lutte contre la consommation du tabac avec l'objectif d'un paquet de cigarettes à 10 € en 2020. Les prix de vente sont fixés par les fabricants et je reviendrai dans le débat sur les modalités retenues. J'insiste sur l'accompagnement par des actions de communication en direction des jeunes avec leur langage, avec leur code, sur l'évolution de la profession de buraliste qui structure nos territoires, sur l'urgence, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à lutter durement contre la contrebande et le commerce illicite de tabac, en France, le plus important d'Europe, près de 9 milliards de cigarettes par an. Une disposition module une taxe déjà existante sur les boissons sucrées afin de mieux lutter contre l'obésité infantile. L'accord, même celui des fabricants, est assez large. Vous avez indiqué, Madame la Ministre, dans le débat, que la disposition, je vous cite, vise non pas à gagner de l'argent sur la vente des boissons sucrées, mais à inciter les industriels à mettre moins de sucre dans les boissons. Or, il semblerait que les valeurs adoptées à l'Assemblée nationale conduisent à une forte augmentation du produit global de la taxe, et je proposerai un amendement dans l'esprit indiqué. Je vous ai dit notre soutien, Madame la Ministre. J'en viens à notre opposition totale sur deux sujets emblématiques. La CSG, rappelons l'histoire, créée par Michel Rocard, s'appliquait au taux de 1,1 pour la première fois en 1991. Augmentée par les gouvernements Balladur, Juppé, devenue pour partie déductible, elle progressera en 1999 de 4,1 points sous le gouvernement Jospin, en contrepartie d'une baisse de 4,75 points des cotisations maladie. Mais à l'époque, la hausse, limitée à 2,8 points pour les retraités, étant totalement compensée. L'idée est déjà de rendre du pouvoir d'achat aux salariés. Vous n'êtes pas dans cette continuité. Vous n'y êtes pas par le transfert assumé entre les générations. Une redistribution des ménages de plus de 60 ans vers les ménages de moins de 60 ans est-elle juste ? Peut-être au regard de données INSEE ou d'économistes.
Et encore, faudrait-il juger de la limite de revenus entre les retraités contributifs et les autres. Et moi, je veux vous le dire avec force, cette mesure est inacceptable. Elle est destructrice du pacte social quand, dans le même temps, la suppression d'une partie de l'ISF et la mise en place de la flat tax allégeront de plusieurs milliards la contribution à la solidarité nationale des familles les plus aisées. Nous porterons un amendement de suppression de cette disposition. Nous porterons de même un amendement de suppression de l'alinéa 6 de l'article 44 bis. Madame la ministre, vous avez tort de supprimer l'objectif de caractère obligatoire du tiers payant qui va dans le sens de l'histoire, marqueur social répondant à une des difficultés d'accès aux soins. Le rapport de l'IGAS que vous avez cité est nuancé. Il sépare la part sécurité sociale de la part des complémentaires. La mise en place est techniquement réalisable à brève échéance pour la part sécurité sociale, 16,50 € sur une consultation de 25 €. Or, après la décision du Conseil constitutionnel, seule cette part pouvait s'appliquer au 30 novembre. Il était donc possible d'avancer en 2 temps, progressivement, sans bras de fer avec les médecins, puisqu'aucune sanction n'est prévue. Mais pour les familles modestes, il n'est pas identique d'avancer 25 € plutôt que les 7,50 € de la part complémentaire. Madame la ministre, pourrez-vous nous préciser vos intentions, le calendrier après la remise du rapport? Dans la branche maladie, les articles 35 et 36 ouvrent un cadre général pour favoriser les expérimentations en matière d'organisation des soins, pour développer la télémédecine par le financement conventionnel de la téléexpertise et de la téléconsultation. J'en approuve la philosophie, même si des points doivent être précisés ou interrogent, comme la composition et le rôle des comités stratégiques et techniques, le montant alloué au fonds d'innovation. L'enjeu est bien de briser les rigidités, cloisonnements existants, de remettre en cause le seul paiement à l'acte pour adopter des logiques de parcours ou de séquences de soins, de favoriser l'exercice collectif. Madame la ministre, pouvez-vous nous éclairer sur le lien, s'il y en a un, je le souhaite, entre ces articles 35 et 36 avec les logiques de territoire qui ont déjà été créées précédemment à travers les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles territoriales de santé? 3 sujets d'inquiétude. L'hôpital public. Il n'assure ses missions que grâce au formidable engagement et total dévouement du personnel soignant, médecins, infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, auxquels je veux ici rendre hommage. Et quand plus de 10 millions de personnes se rendent aux urgences, à l'interface de la médecine et des maux de la société, il y a obligation à redonner du sens à l'hôpital public. L'accès aux médicaments innovants, c'est un sujet que vous connaissez bien et je le développerai au cours de débats. Je partage les inquiétudes qui ont été précédemment déjà exposées. 3e inquiétude, elle porte sur la situation de la santé scolaire, dont une récente enquête indique que les secteurs varient de 1 000 à 46 500 élèves par médecin. Je dis bien. Une conclusion par un élément de contexte. Et en osant rapprocher 2 rapports. L'un du FMI, lutter contre les inégalités, je vous invite à le lire, qui lie investissement dans l'éducation et la santé, lutte contre la pauvreté et croissance durable et inclusive. Et l'autre rapport du Secours catholique, l'état de la pauvreté en France. Et de ce rapport, je voudrais, Madame la Présidente, extraire la phrase suivante qui me servira de conclusion. Je cite, « La solidarité commence par le regard porté sur l'autre. Lorsque ce regard se fait dur, empreint de jugement, il est une véritable violence et entraîne le repli. Nous sommes au cœur de nos préoccupations pour 2018. Je vous remercie. Merci, Monsieur Daudigny. La parole est à Monsieur Daniel Chassaing. Monsieur Chassaing pour 11 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Madame la Ministre, le PLF marque votre volonté du rétablissement des comptes sociaux, notamment de l'assurance maladie, qui passe de moins 4,1 à 0,8, moins 0,8 en 2018. La sécurité sociale passant de 5,2 à
à moins 5,2 à moins 2,2. Vous souhaitez arriver en 2020 à un équilibre malgré les difficultés sur la branche IS qui s'annoncent très importantes. Tout d'abord, l'ONDAM progressera de 2,3%. Vous prévoyez un effort de maîtrise des dépenses, des économies de 4,2 milliards. Pour ça, la chirurgie ambulatoire passera de 54% à 70% en 2022. Les responsables des cliniques et hôpitaux que j'ai rencontrés font part de difficultés pour équilibrer ce secteur du fait, selon eux, de cotations qui ont trop baissé, trop faibles pour avoir qualité et efficacité. Il faudra aussi tenir compte des malades avec des polypathologies qui pourraient être obligés de rester en service aigu sans les pénaliser toutefois. Enfin, les SMUR et les hôpitaux des CHR vont être en difficulté car ils vont participer sur leur dotation au paiement des transports secondaires vers les CHU, ce qui risque de les handicaper dans leur rôle indispensable pour les urgences du département. En département, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux, l'amélioration semble possible, ainsi qu'une meilleure coordination hôpital-domicile. Vous avez des projets de prévention, augmentation du tabac, vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne doit pas être l'augmentation, un des seuls paramètres pour diminuer les fumeurs. Et nous souhaitons une évaluation ainsi qu'une aide apportée aux buralistes, qu'ils jouent un rôle important dans nos communes. Améliorer la couverture vaccinale, 11 vaccins, nous sommes tout à fait d'accord pour protéger les enfants. Développement du dépistage cancer du sein colorectal utérus. Nous proposons un dépistage du cancer de la prostate. Prévention de l'alcool, obésité, nous sommes d'accord. Vous proposez de l'innovation, des expérimentations, actes nouveaux en équipe, télémédecine, numérique, rembourser lunettes et prothèses, inciter les médecins qui s'installent dans une zone surmédicalisée à réaliser 1 ou 2 jours par semaine dans les zones sous-dotées, création de 300 postes de médecins partagés, cumul emploi-retraite facilité, encouragement à ce qu'un médecin spécialiste vienne en maison de santé, poursuivre les aides financières, développer les stages, co-construire un projet d'aménagement du territoire avec les élus. Madame la ministre, nous sommes d'accord, nous l'approuvons. Permettez-moi quelques suggestions. Nous pensons nécessaire d'augmenter le numerus clausus, pas de façon uniforme et dans les facultés où les territoires risquent de devenir des déserts médicaux, voire l'âge des médecins. Mettre en internat par faculté et non une épreuve nationale classante avec une spécialité de médecine générale. Dans certains territoires ruraux, beaucoup de médecins ont plus de 60 ans. Mettre en place en co-construction avec les élus un salariat pour les médecins généralistes qui sera embauché par un hôpital ou une clinique et qui pourra intervenir dans les maisons de santé. Ce modèle semble attractif. Peut-être mettre un peu de coercition, comme conventionner un médecin en zone surmédicalisée s'il s'engage à aller 2 jours en zone désertifiée ou à titre personnel. En cas d'échec de ces mesures, il faudra se diriger vers un non-conventionnement, c'est-à-dire un numerus clausus d'installation dans les zones hyper médicalisées. L'État doit s'engager à avoir des soins de premier recours dans toutes les maisons de santé et territoires. D'autre part, associer les cliniques dans les GHT. Concernant les personnes âgées et handicapées, augmentation de 2,6%. Pour les personnes handicapées, entrer dans le 4e plan autiste en co-construction avec les familles, nous sommes tout à fait d'accord, nous l'approuvons. Les personnes âgées, 4500 places en EHPAD, 1500 accueils de jour temporaires. L'hébergement temporaire et l'accueil de jour sont des maillons du maintien à domicile très importants. Actuellement, les accueils de jour sont de 6 places minimum. Il serait vraiment indispensable de pouvoir avoir 3 ou 4 places seulement. C'est toujours refusé par l'ARS, ce qui est incompréhensible. Pour la maladie d'Alzheimer, vous proposez des unités de PASA. Il est souhaitable que dans les accueils de jour, lorsque c'est possible, eh bien, on puisse intégrer, dans les PASA, on puisse intégrer aussi les accueils de jour. Enfin, concernant l'augmentation nécessaire du forfait soins, vous proposez 100 millions d'euros par an sur 5 ans. C'est indispensable car les personnes âgées sont très dépendantes en EHPAD et le personnel est inférieur à ce que le GIR et le pathos prévoit. Concernant le tiers payant, heureusement, la guerre n'aura pas lieu le 30 novembre. Le tiers payant seulement pour les personnes en CMU, ALD, maternité maintenue. Je rappelle que, vous l'avez dit, le tiers payant peut s'appliquer pour les ALD à 100% parce qu'il est à 70%
actuellement. Pour les malades en difficulté financière, il faudrait simplement ajouter dans la loi que le tiers payant doit s'appliquer à la demande du patient. Ça serait très simple. Concernant le soutien aux retraités modestes et l'AAH, nous sommes d'accord avec cette justice sociale de 100 € par mois. Pour la famille, vous proposez une augmentation sensible de 30% pour les familles parentales et fragiles. Nous sommes d'accord, bien sûr. En 2018, vous prévoyez pour les allocations familiales d'aligner le plafond des ressources sur celui du complément familial. Ça diminuera un petit peu les allocations. Je pense que cela pourrait être reporté. Il serait souhaitable que la prime à la naissance soit versée au premier mois de naissance et nous nous associerons à l'amendement de Madame Doineau. Un point particulier, Madame le Ministre, concerne l'arrivée en nombre des mineurs non accompagnés. 4 000 en 2011, 30 000 en 2018. Ça pose un véritable problème. Il est nécessaire d'isoler certains MNA perturbés, qui ont vécu un vécu épouvantable, mais aussi des enfants qui ont des troubles du comportement par la mise en place d'unités de 10 places en CDE ou MEX avec un encadrement adapté. La différence entre le journée départementale et l'unité spécialisée pourrait être prise en charge par l'État. Concernant la formation des jeunes, à 18 ans, ils vont être mis à la rue, le département ne pourra pas financer seul. Concernant le pouvoir d'achat, les salariés vont bénéficier de la suppression des cotisations salariales d'assurance maladie avec un gain important. Ceci en contrepartie d'une hausse de 1,7 point de CSG. Vous savez que cette mesure fait couler beaucoup d'encre. Et d'ailleurs, la Commission des affaires sociales s'en est emparée sur proposition de Monsieur le rapporteur général. La Commission a en effet supprimé la hausse de la CSG sur les pensions de retraite pour épargner une baisse du pouvoir d'achat. Cela va entraîner 4,5 milliards de recettes en moins au budget de la sécurité sociale. Cette inquiétude pour les retraités, nous la partageons, mais notre groupe juge que l'effort de redressement des finances de sécurité sociale doit être porté par tous les Français. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé un amendement sur ce point, limitant la hausse de la CSG pour les pensions de retraite à 1,2 point pour préserver les ménages les plus modestes du poids de cette mesure, mais mettant pas en difficulté le budget de la sécurité sociale. Concernant le pouvoir d'achat des salariés, je tenais d'ailleurs à rappeler la mesure proposée par mes collègues Jean-Pierre Decool et Dany Wattebled à l'occasion de la semaine dernière visant la participation des salariés à l'entreprise. Concernant le soutien aux entreprises, le PLFSS pour 2018 met en place la transformation du CIE et CITS en un allègement de cotisation sociale à compter du 1er janvier 2019 pour total pour le SMIC jusqu'à 2006 du SMIC. La précarité, c'est le chômage. C'est pour la raison que nous soutenons ce choix, tout comme la fusion de la C3S et 4S. En même temps, le CSU et l'ACRE et le doublement du plafond un régime micro-entreprise. L'adossement du RSI au régime général avec une période de transition de 2 ans. Les instances régionales mises en place seront là pour apporter un rôle social qui existait au RSI. Nous souhaitons que le personnel s'intègre bien. Enfin, un amendement, et je voulais en parler, économie en zone hyper rurale. Lorsqu'il y a moins de 20 habitants au kilomètre carré, les zones devraient bénéficier, dans le cadre du zonage ZRR, de 5 ans d'exonération totale de cotisation sociale pour chaque embauche nouvelle, au lieu d'1 an. C'est nécessaire pour inciter les petites entreprises à s'installer en zone hyper rurale et avoir ainsi un avantage par rapport aux autres secteurs, ainsi que les associations et entreprises médico-sociales et économie sociale et solidaire qui sont souvent importantes dans ce secteur. Madame la Ministre, le groupe des Indépendants vous soutient pour agir le plus vite possible afin de maîtriser nos déficits de sécurité sociale avec pourtant une médecine pour tous, tout en limitant la participation des retraités, mais sans mettre en difficulté le budget de la sécurité sociale. Madame le ministre, nous soutenons vos propositions, expérimentation et innovation qui sont pragmatiques, mais sans perdre de vue l'objectif que doit avoir l'État, pas de déserts médicaux et un maintien de la vie en zone rurale. Nous serons donc force de proposition pour accompagner le projet présenté par le gouvernement et soutenir la réforme de notre modèle de sécurité sociale. Merci. Merci, Monsieur Chassaing. La parole est à Monsieur Jean-Noël Cardou.
Pour 8 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les présidents et rapporteurs, même si ce PLFSS traduit une volonté de retour à l'équilibre financier, le choix de privilégier des mesures conjoncturelles a été retenu plutôt que de procéder à des réformes structurelles. Prenons déjà le problème de déficit récurrent de l'ACOSS dont il a été question. Actuellement, son déficit se situe, suivant les sources, entre 17 et 21 milliards d'euros, avec un plafond de découvert de 30 millions. Une démarche vertueuse, recommandée par la Cour des comptes, aurait été de rouvrir la possibilité de transfert entre l'ACOSS et la CADES, qui est épuisée, je le rappelle, depuis l'année dernière, suivant une proposition du ministre Ecker, qui a épuisé les 22 milliards de reliquats autorisés par le Parlement. Il aurait été possible de transférer l'ensemble des déficits de l'ACOSS à la CADES en procédant à une augmentation de la CRDS de 0,25% et en ne touchant pas à la durée de vie de la CADES. C'était une démarche vertueuse permettant de revenir à l'équilibre financier et sans exposer l'ACOSS à la variation des taux d'intérêt dont on peut craindre qu'elle se traduise dans les années à venir tant les marchés financiers sont fébriles. Et dans un tel cas de figure, avec des déficits situés entre 17 et 21 milliards d'euros, l'ACOSS serait dans une situation désastreuse. Plutôt que de privilégier cette démarche vertueuse, le gouvernement a choisi d'augmenter la CSG de 1,7%. Première constatation, il aurait été possible d'augmenter la CSG que de 1,45% et de fixer la CRDS à 0,25%. C'est un simple calcul arithmétique. Mais au-delà, on aurait pu imaginer aussi de ne pas augmenter, et les différents orateurs étant intervenus avant moi l'ont souligné, pas augmenter du tout la CSG et privilégier une réforme de fond qui a été préconisée, de réformer, d'augmenter la TVA avec la fixation d'une TVA différentielle. Il faut savoir quand même que beaucoup de pays européens ont un taux de TVA supérieur à celui de la France. La Suède, Danemark, 25%, le Portugal, 23%, 22% l'Italie et l'Espagne, 21%. En fixant un taux normal à 23%, en ne touchant surtout pas aux biens de première consommation et de première nécessité pour ne pas pénaliser les personnes les plus démunies, nous aurions pu engranger des ressources supplémentaires et aussi aller plus loin, créer une TVA majorée avec une vocation environnementale, en taxant les produits d'importation et surtout en mettant une TVA super majorée sur un certain nombre de véhicules polluants, ce que d'autres pays ont fait. Cette démarche vertueuse n'a pas été retenue et je rappellerai simplement à tous nos collègues que si la CSG que veut augmenter le gouvernement est un impôt imposé, la consommation, si on élimine les biens de première nécessité, est une consommation choisie. De même pour le RSI, et je m'y attarderai un peu plus longtemps, le gouvernement, plutôt que de réformer en profondeur, a choisi, avec l'article 11, de l'aligner sur le régime général de la sécurité sociale, avec un texte de 404 articles, difficilement compréhensible, dont on peut douter de la constitutionnalité. Inclure une telle réforme dans le PLFSS, contre la volonté des principaux acteurs de terrain et avec une concertation plus que limitée, pourrait être assimilé à un cavalier législatif. Cet affichage, alors que depuis 2 ans, l'organisation du RSI est en voie d'amélioration, et nous avions beaucoup travaillé avec notre collègue Godefroy et les acteurs du RSI. Je citerai simplement les possibilités de faire des provisions fiscales pour charge, limiter les acomptes sous sa responsabilité, envisager le projet d'autoliquidation. Tous ces éléments qui avaient été proposés par les parlementaires, Sénat et députés, allaient dans le bon sens. Et la réforme affichée résulte d'un pressing d'une certaine catégorie de population et résulte de la confusion entre le poids des charges que supportent les travailleurs indépendants et la façon dont ces charges étaient recouvrées par l'interlocuteur social unique. Et là, c'est un grand risque que prend le gouvernement en laissant espérer aux indépendants que cette réforme allégera leurs charges. Un simple calcul, en supposant qu'on parte vers des prestations et des cotisations
aligner. Un simple calcul que j'ai demandé à un cabinet d'expertise comptable d'effectuer pour 3 catégories de revenus, 24 000 euros, 48 000 euros et 96 000 euros, montre que l'alignement sur le régime indépendant, le régime salarié, générera pour les indépendants des augmentations de cotisations respectives de 6 000 euros, 11 000 euros et 28 000 euros. C'est à terme ce qui risque de se produire, puisque automatiquement un jour, on dira à prestation égale, cotisation égale. Pour l'instant, Madame le ministre, vous nous avez expliqué en commission que rien ne sera touché, ni aux cotisations, ni aux prestations. Mais si tel est le cas, et vous nous avez affirmé tout à l'heure aussi que l'accompagnement social qu'avaient, avec beaucoup de courage, mis en place les administrateurs du RSI sera maintenu. Alors pourquoi, si on maintient les prestations, si on ne touche pas à l'équation cotisation-prestation, pourquoi faire une telle réforme concernant 3 intervenants au lieu d'un seul, la CARSAT, l'URSSAF et la CPAM, alors même que le logiciel informatique de l'ACOS, le fameux SNGD, qui était à l'origine de tous les déboires du RSI, et tout le monde l'avait souligné, a à peine été toiletté. Comment, par enchantement, quelque chose qui ne fonctionnait pas, par un coup de baguette magique, devient opérationnel? En fait, si rien ne change et qu'on modifie simplement les opérateurs, on peut s'interroger sur cette réforme. N'est-elle pas en fait une convention de gestion déguisée ne respectant pas la procédure d'appel d'offres? Et je crois que le problème doit être exposé ainsi. Le réveil risque d'être douloureux alors que l'assurance chômage des indépendants, je le rappelle, un moment évoqué n'est pas prévu. Beaucoup d'indépendants s'imaginaient qu'avec cette réforme, ils allaient d'un seul coup bénéficier de garanties de chômage. Ce n'est pas le cas. Et nous avons vu récemment que, pour l'instant, compte tenu du coût d'une augmentation des prestations chômage, c'était difficilement envisageable. Parallèlement, une réforme de la CIPAV est engagée, une réforme des retraites des professions libérales, extrêmement compliquée, et on constate, en créant 3 ou 4 catégories de cotisants différents en fonction des années d'affiliation, et on constate depuis quelques jours la multiplicité des amendements préconisés par des catégories socio-professionnelles qui demandent qu'en fonction de leur activité, eh bien, on les maintienne dans le périmètre d'intervention de la CIPAV. Si de tels intervenants réagissent, il est certain que la concertation a été plus que défaillante et cela devrait conduire à une réflexion approfondie. Et puis, une dernière remarque sur un plan purement éthique, vouloir uniformiser le statut des salariés et des indépendants est la négation d'une approche libérale de notre système économique. Alors, dans notre esprit, une telle réforme, au lieu d'inclure 404 articles dans le PLFSS, aurait dû faire l'objet d'un texte spécifique, après une large concertation souhaitée par tous les acteurs de terrain. Alors, bien entendu, je ne sais pas, en fonction des amendements qui seront présentés dans les jours qui vont venir, mais dans ces conditions, si le texte reste en l'état, notre groupe, dans sa grande majorité, s'abstiendra et envisagera la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel sur le fondement et la légalité de cette réforme du RSI telle qu'elle est présentée. Je vous remercie. Voilà donc pour le début de l'examen du PLFSS 2018, un budget qui prévoit un déficit de la sécurité sociale de 2,2 milliards d'euros en 2018 et un retour à l'équilibre en 2020. Dans ces grandes lignes, les sénateurs ont plutôt approuvé les orientations choisies par le gouvernement. En revanche, ils ont supprimé la hausse de la CSG pour les retraités au motif que cette hausse serait injuste pour ces retraités. De son côté, le gouvernement défend lui un texte de transformation, de responsabilité et de solidarité. Et voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.